Faire face au stress chronique et à l'anxiété. Émotions ressenties dans la sclérose en plaques. Faire comprendre sa maladie à son entourage. CEP et travail. Vivez ma vie de sépienne. Ah ouais, c'est intéressant, vivez ma vie de sépienne. Survivre durant les jours sans. Ça aussi. C'est quoi les jours sans? C'est les jours où le moral surtout. Ouais. C'est tous les jours avec. Et un animal de compagnie. Et l'avenir avec la CEP. Être optimiste, protéger l'organisme. Être optimiste protège l'organisme. Ouais. Accepter l'inacceptable. Solitude et isolement social induit par la maladie. Les moyens techniques et humains. Des médecins à côté de la plaque. Spiritualité. Des pions de Dieu. Pourrais-je trouver la cause de ma sclérose en plaques? Ouais. Quand il est temps de conclure. Faire face au stress chronique et à l'anxiété. Et les émotions. Ouais. Je parle de ça. Émotions ressenties dans la sclérose en plaques. On parlait tout à l'heure. Ouais. Je sais même plus ce que j'ai dit. C'est quelle page? 139. J'ai lu un passage et après j'en parle, je vais Parce que là, ça parle de toi. Oui. Je t'imagine, je sais plus ce que j'ai dit. 139, hein, j'ai pas fait il y a 6 mois quand même. Il faudrait quand même que je sache ce que j'ai dit avant de faire des dédicaces quand même. Non? Vous en parlez, hein? Non, c'est pour ça que c'est bien de le relire aussi. Allez, Émotions ressenties dans la sclérose en plaques. Non, c'est toi, je préfère comme ça, moi j'ai... Bon allez. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Après je fais les commentaires. Émotions ressenties dans la sclérose en plaques. Les CEP Girls and Boys passent par toutes sortes d'émotions au cours de la maladie. Tout le monde ne réagit pas de la même manière et ne se trouve pas confronté aux mêmes difficultés. Ainsi, chacun peut réagir différemment à l'annonce du diagnostic. Alors là, je parlais en fait des différentes étapes quand on nous annonce une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Alors, il parle de l'étape du deuil. Il peut être vécu immédiatement après le diagnostic, puis à nouveau à chaque fois qu'un symptôme apparaît ou que la maladie empêche de faire des choses auxquelles la personne tient. Il est une étape importante du processus d'adaptation à une maladie chronique. À mesure que la souffrance psychologique diminue, la personne parvient graduellement à composer de manière positive avec la situation. L'anxiété. Ah non, là je ne parle pas de différentes... Elle peut être suscitée dans différentes situations. Ne pas arriver à temps aux toilettes, ne pas pouvoir conserver son emploi, ne plus être capable de répondre favorablement aux invitations de sortie, redouter la survenue d'une prochaine poussée. Signal qui se de la santé. La colère. Elle peut apparaître suite aux changements imposés par la maladie. Elle est une réponse courante et normale aux pertes et aux changements considérés comme injustes. La personne doit pouvoir trouver des moyens d'utiliser cette énergie à bon escient, c'est-à-dire de la canaliser vers une résolution efficace du problème qui en est à l'origine. Chacune de ces réactions représente une réponse naturelle au bouleversement créé par la sclérose en plaques. Dans certains cas, elles peuvent devenir difficiles à gérer et conduire à la dépression. Plus de la moitié des personnes atteintes de sclérose en plaques subiront un épisode dépressif majeur au cours de la maladie. Beaucoup, hein? Elle est à la fois un symptôme de la maladie et une réaction à celle-ci. Il faut la considérer non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une maladie qui peut et doit être traitée pour ne pas la laisser diminuer la qualité de vie et les capacités de la personne touchée. Dans l'ensemble, la dépression demeure sous-diagnostiquée et trop peu souvent traitée chez les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Le fait de pouvoir se confier à des personnes compréhensives peut les aider à atténuer leurs émotions et à les canaliser. Rire et pleurs incontrôlables. Moi, ça m'arrive pas, mais je sais qu'il y a des gens chez qui la sclérose en plaques peut provoquer des, comme je disais tout à l'heure, des pleurs et des rires. Ça m'est arrivé, mais très rarement. Les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent être facilement émotives, irritables et imprévisibles sur le plan émotionnel. Les tels sauts d'humeur peuvent faire partie de la maladie. Il est bon de le savoir. Les épisodes de rire et de pleurs spasmodiques représentent un syndrome pseudopulpaire pouvant être causé par la sclérose en plaques, mais aussi par d'autres maladies. Notamment, je pense à ma mère qui avait eu la SLA. Il n'existe pas de lien entre ces rires ou pleurs
et l'état émotionnel de la personne. Il est impossible de prévoir leur apparition ou leur durée. C'est intéressant, en fait, de savoir que ça peut arriver, que c'est dû à la maladie. Moi, je dis personnellement, je n'ai jamais eu de rire ou de pleurs spasmodiques, et je sais que cela peut surprendre l'entourage pour avoir vu ma mère en avoir. Elle n'avait pas la CEP, mais la forme vulgaire de la maladie de Charcot. Elle pouvait fondre en larmes, rien qu'en apprenant l'existence d'un fait divers à la télévision, ou bien demander à interrompre ma lecture d'une lettre qui lui était adressée, en m'expliquant qu'il ne me fallait surtout pas d'émotions fortes. C'est vrai, ça va être bizarre, il y a quelqu'un qui dit ah, tu regardes un truc divers banal à la télé, tu te mets à pleurer. Bon, là en l'occurrence, c'était pas un fait divers banal, c'était, je me souviens à l'époque, c'était l'acte du terrorisme à Paris, tu te rappelles? Tu avais vu ça aux infos, elle se mettait à pleurer et tout. Pratiquer de manière régulière, conseil pour lutter contre le stress. Pratiquer de manière régulière une séance de sophrologie, de relaxation, de la méditation et de la réflexologie. Pensez aussi à l'acupression et à l'acupuncture. Vous pouvez également vous détendre en écoutant simplement de la musique, en vous offrant un bon massage relaxant. Il est important de s'autoriser à se réserver un moment pour soi. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Tout à l'heure, on en parlait en disant que, en dehors du fait qu'on peut avoir donc des espaces, des rires et des peurs qu'on ne contrôle pas, moi, l'émotion dans la sclérose en plaques, c'est finalement lorsqu'on doit faire face à une poussée qui nous arrive dessus. C'est vrai que quand j'ai vécu la période de poussée sans savoir que c'était une poussée, que j'allais voir les médecins qui me disaient rentrez chez vous parce qu'ils n'avaient rien trouvé et on ne me croyait pas, c'était dur. Parce que tu avais non seulement la souffrance de la poussée, mais en plus de ne pas savoir ce que j'avais et qu'on ne croit pas. Donc par exemple, si j'étais fatiguée, on disait cure de magnésium, tu vois. Alors évidemment, au bout de 15 jours, ça allait mieux, parce que la poussée était terminée, et puis le magnésium se fait du bien quand même. Mais le nombre de poussées que j'ai eues sans le savoir, et ça au niveau émotionnel, c'est très difficile. Être face à un médecin qui ne nous croit pas. Enfin, qui ne nous croit pas. Plutôt que ce qu'on dit, il le prend comme quelque chose dans la tête, on va chez vous, c'est le stress lié. Oui, on m'a dit c'est le stress lié à votre statut d'étudiant, hein, les gamins. C'est, en gros, c'est un qui se fait du rond pour rien, hein, un peu hypochondriaque. On m'a même dit que si je tombais, c'est parce que j'étais trop maigre. J'ai entendu plein de conneries. Et la part de médecin, c'est lourd. Donc, quand on m'a enfin diagnostiqué la maladie, moi, au début, je me suis sentie soulagée. Et comme je disais tout à l'heure, quand j'en ai parlé à Kershasa dans le cadre de l'UNICEF, pour moi, ça a été super. Cette expérience, c'est pas du ciné, parce qu'on m'a donné la parole. On disait, de manière artistique, par la création de vidéos, on disait, exprimez ce que vous avez vécu, la sclérose en plaques. Et on ne fait pas de la même manière la sclérose en plaques quand on sait ce que c'est, quand on sait qu'on a une maladie, qu'elle est reconnue, quand on est dans l'errance médicale et qu'on ne sait pas. Il y a plein de gens, et c'est pas que dans la sclérose en plaques, il y a plein de maladies où les patients galèrent pour diagnostiquer. Et donc ça, c'est une émotion réelle et c'est anxiogène, évidemment. Et après, il y a, quand on vit les poussées, même quand on sait qu'on a une poussée, des fois on se demande est-ce que c'est vraiment une poussée, il faut aller voir le médecin, qui va nous confirmer. C'est un neurologue intelligent qui nous apprend nous-mêmes à reconnaître les poussées. Parce qu'il y en a d'autres qui disent c'est moi, il faut aller voir. Moi, le grand spécialiste, tu vois, ça pète un peu, certains. C'est moi qui vais vous dire quand vous serez en poussée. Et voilà, et une fois j'étais allée voir le médecin, le neurologue, et je lui ai dit comment je vais savoir que j'ai une poussée? C'est moi qui vous le dirai. Mais alors là, j'ai une poussée ou pas? Elle me le disait pas. J'étais pas con, donc elle me mettait sous cortisone, mais sans me dire que j'avais une poussée. Et moi, quand je lui demandais comment je vais savoir que j'ai une poussée, elle me disait c'est moi qui vais vous le dire, alors qu'elle ne me le disait pas. Là, j'ai changé. Mais elle pouvait pas savoir, je veux dire, elle était pas tout le temps avec toi quand tu as une poussée de... En fait, quand tu as des symptômes qui sont là, il faut que ça dure plus de 24 heures. Tu préviens ta neurologue au téléphone. Si elle est bien, elle te fait venir. Elle te regarde au niveau clinique. Comment tu as vu avant, elle peut te voir après, et elle peut comparer. Puis sinon, tu peux passer une IRM. Et avec le temps, même sans passer d'IRM, on le sait. Et puis, il y a poussée et poussée. Il y a la personne qui, surtout du jour au lendemain, peut pouvoir marcher. Elle sait que c'est une poussée, quoi. Si elle a la sclérose en plaques. Puis après, il y a des cas où, comme moi, tu vois, une forme secondaire progressive, c'est perturbant, l'épisode que j'ai eu pendant une journée. Et
Quand le lendemain ça allait mieux, je savais que c'était pas une poussée. Mais quand même, il y a eu un effet bizarre. Et quand même, j'ai moins bien récupéré. Et moi, quand je suis dans la phase secondaire progressive, ça monte, comme ça, sans vraiment net une poussée, quoi. Moi, c'est ce que j'appellerais une poussée progressive, en continu. Voilà. Et donc, au niveau émotionnel, c'est très compliqué à gérer. Mais tout est compliqué. L'errance médicale avant le diagnostic, l'annonce, le diagnostic, les poussées, quand on est en poussée, la forme progressive, que ce soit d'emblée, moi je n'ai pas eu ça, mais j'imagine quelqu'un qui on annonce qu'il y a des formes progressives d'emblée, parce que ça va plus vite que si tu es en forme rémitante, tu n'as pas de rémission du tout. Donc moi au début j'en ai eu. Et puis de toute façon quand on m'a diagnostiqué la maladie, je pense que j'étais déjà en train de passer en phase secondaire progressive. Puis après voilà, quand tu apprends que tu n'auras plus de rémission, c'est compliqué ça aussi. Donc, ça fait peur ça? Ben, la progression, oui, tu te dis ça va s'arrêter. Jusqu'à. Tu sais que le stade ultime, dans l'échelle EESS, c'est une échelle d'évaluation du handicap. Ben, le 10, c'est la mort. 0, t'as rien, et 10, c'est la mort. Là, je suis à 6, je crois. Tu vois, quand je serai dans le fauteuil roulant, permanence, je serai à 6, 5 ou 7, je sais plus. Les gens qui sont indiqués, ils sont à 8 ou. Bref. Et oui, non, mais bien sûr, ça fait peur, je pense. Ça fait peur à toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques progressive. Après, quand on a une forme rémitante, on sait que ça va être par poussée. Maintenant, on n'est pas à l'abri de passer en secondaire progressive. Et après, il ne faut pas savoir. C'est pour ça que le mental est super important. Et on n'a pas le choix de pas avoir le moral. Parce que si on n'a pas le moral, ça va être encore pire. Déjà parce qu'on va moins bien vivre la maladie, parce que ça risque d'avoir un impact sur la maladie, c'est ce que je pense, quoi. Donc voilà, et ça on n'utilise pas tellement. C'est pour ça que j'ai mon blog sur systembruni.com où je vais parler de tout ce qui est gestion des émotions. J'ai le blog sur la sclérose en plaques, vivre heureux avec la 7. Je vais parler de mon livre, de tout ce qui est en rapport vraiment à des thèmes directement liés à la sclérose en plaques. Et puis, la gestion des émotions, c'est super important, quoi. Les émotions, c'est la base de tout. C'est ce qui fait qu'on est un être humain, non? Tu vois, c'est vrai. Bien sûr, les émotions, qu'elles soient, que ce soit des émotions de tristesse, de joie, Et la colère, ce que disait la psychologue, la colère qui n'est pas exprimée, elle se retourne contre nous. Et ça, c'est pas bon. Donc même la colère, il faut l'exprimer. Moi, j'ai eu beaucoup de colère juste après l'annonce du diagnostic, contre les médecins qui n'avaient rien vu, qui m'avaient pris pour une conne, excuse-moi. Et là, je me suis dit, c'est eux qui sont cons et c'est moi qui suis. Et ça a été dur. Et après, bon, je suis passée par différentes étapes du deuil, hein, c'est différentes étapes. Ouais. Et faire le deuil la tristesse, il y a la colère, il y a le déni. J'ai connu aussi le déni. Je me disais, j'ai une sclérose en plaques, ok, ça fait des années que je vis avec, rien va changer. Sauf que maintenant, on sait que c'est ça. Ouais, sauf que j'étais pas en train de passer en phase progressive. Donc forcément, ça allait changer. Donc au début, j'ai vu des poussées. J'ai été soignée grâce à la Copaxone. Donc ça a masqué en fait le passage en phase progressive. On ne voyait plus les deux poussées. Est-ce que c'était grâce à la Copaxone ou pas? Je pense que la Copaxone a agi, bien sûr. Sinon, j'aurais eu. Peut-être que mon état sera encore pire, parce que sans traitement de fond, eh ben, on a des poussées, plus de poussées, et donc plus de handicap potentiel, quoi. Voilà. Est-ce que, après, voilà. Moi, j'ai une question à te poser, c'est justement, quand on a une personne qui n'a pas de maladie chronique, a priori, hein, tu n'as pas de maladie chronique du carré? Non, je crois pas. Si, la fatigue en ce moment, c'est chronique, ça dure, non, ouais. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, justement, en fait, on parlait tout à l'heure, tu disais que on pouvait avoir un peu de difficulté à poser des questions aux personnes malades parce qu'on a peur de vexer, d'être à côté de la plaque, quoi. Mais d'un côté, c'est comme ça qu'on arrive à entamer le dialogue. Et finalement, moi je disais, il vaut mieux poser une question bête à laquelle on va répondre plutôt que d'avoir des préjugés bêtes qu'on a dans la tête et de ne pas le dire. Et on reste avec ces pensées-là, tu vois. Oui, ouais. C'est vrai, hein. Oui, c'est sûr. Mais au moins, on peut te corriger, on peut te dire. Alors que si tu ne dis pas, on peut pas savoir ce que tu penses. Oui, bien sûr.
Mais quand on le dit pas, enfin moi quand je le dis pas, c'est vrai que depuis que je te connais, Christelle, j'ai beaucoup appris sur ta personne, sur ta maladie, surtout parce que tu en parles avec une assurance et tu la connais, je veux dire, la sclérose en plaques, tu en parles avec une facilité et c'est clair et net, je veux dire, on arrive à comprendre. Enfin, moi, j'ai appris à connaître ta maladie à travers toi, à travers tout ce que tu m'as dit sur ton état, sur l'évolution de ta maladie, tout ton parcours. Je dis surtout qu'il n'y a pas une sclérose en plaques identique à une autre. Voilà. Et que il faut se méfier des apparences aussi. Et c'est vrai que c'est important. Et les différentes étapes de ta maladie. D'ailleurs, tu en parles très bien. Et tu l'expliques très bien, l'évolution de ta maladie, les étapes. Et quand, bon, j'ose encore, on n'a même presque pas besoin de te poser de questions. Ah. Mais je peux t'en poser une? Ben oui. Bon. Alors, mais c'est vrai, bon, je te le dis parce que je te pose la question. Après, on va rentrer parce que je commence à avoir un peu soif et quand même. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que la maladie, la sclérose en plaques, est-ce que tu as l'impression qu'elle t'a mise est-ce que tu ça me rappelle ma mère une fois, elle m'a posé une question. La question la plus longue du monde, quoi. Ça veut dire diplôme, puis à la fin, oui, qu'est-ce que c'est, tu penses pas que machin, parce que tu comprends. Et là, je dis, c'est quoi ta question? Parce que je repense à ça me fait rigoler. Non, mais après, tu fais plein de choses, t'écris des livres, t'es pas une personne renfermée, t'es sociable. Enfin, tu fais la réponse. Ouais, je fais la réponse. Non, mais est-ce que tu n'as pas l'impression par moment, est-ce que tu as pas l'impression par moment d'être comme si tu étais dans ta bulle? Attention ce que tu veux, Jacques. Comme si tu étais coupé, tu as envie de te couper du monde, voilà, de te couper du reste. D'être comme si comme si ça te rassurait d'être dans ta bulle et comme si tu y laissais pas rentrer les gars, pas bouger la caméra. N'importe qui facilement. J'ai l'impression que tu te protèges dans une bulle. Est-ce que je me trompe? Ça c'est depuis très longtemps. Oui, peut-être, mais c'est peut-être pas lié à la maladie, ça. Je suis pas sûre que ce soit lié à la maladie directement, en tout cas. C'est peut-être plus lié à ma personnalité. Conséquence de la maladie. Donne-moi un exemple, pour que je sois sûre de bien capter. Fais gaffe de pas capter une parole. Sinon, tu vas me mal au cœur. Quand t'as pas envie, je veux dire, t'es pas facilement, tu vas pas facilement vers les autres. Quand j'ai pas envie. Oui, je veux dire, tu as comment dire ça? Oui, explique-moi. Tu aimes être, moi j'ai l'impression que tu as ta tranquillité, je me perds dans mes. Pas clair. Stop. Non mais vas-y. Voilà. Explique-moi exactement. Quelle est ta question? C'est même pas vraiment une question d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est peut-être un peu bête ma question. Mais non, mais vas-y, dis. Mais moi, j'ai l'impression que tu as comme si tu avais ta bulle, tu te protèges et que tu vas pas facilement vers tout le monde, même si tu es ouverte, mais comme si tu ne laisses pas rentrer, tu mets une barrière à ton. C'est dur de poser des questions. Ouais, c'est dur de poser des questions. Ouais, c'est dur. Comme si, dans ma vie. Dans ta vie, ouais. Comme si je me protégeais pour pas qu'on rentre dans ma vie. Qu'on rentre dans ta vie. C'est une question de confiance, hein, surtout. Si j'ai des problèmes de pas confiance. Tout ce que j'ai vécu, c'est évident. Je pense. C'est lié au fait que
que il faut... En fait, je dirais, on rentre pas facilement dans la vie, mais quand on y rentre, c'est pour la vie. Enfin, je pense. Tu vois, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. J'ai mis beaucoup de temps à faire confiance. Tu mets beaucoup de temps à faire Ouais. confiance. Oui. Ouais. Et à accorder ma confiance, ouais. Même à supporter les gens. j'ai l'impression. Ouais, des fois j'ai l'impression que les gens te gonflent. À t'écouter, j'ai l'impression d'être associée. Mais des fois j'ai l'impression que les gens te gonflent. Même les docteurs. Ah, mais clairement, ouais. Oui, des fois j'ai l'impression que les gens te gonflent. Non, mais c'est pas un reproche ça. Hein. Non. Je t'assure, non, c'est pas. Je veux te dire, Non, je dis ça, mais je te dis pas, t'es bizarre. Je le cache pas, d'accord. Tu le caches pas, voilà. Ouais. Ben, D'ailleurs, t'as une expression quand un médecin te dit quelque chose qui t'intéresse pas ou qui est à côté de la plaque ou. J'ai tellement bavé. Ouais, t'as une expression qui ressort de ton visage. Ah ouais, mais j'en ai tellement bavé. On le voit. Des conneries qu'on a pu me dire. On le voit. Et ben, tu vois, un épisode quand mon frère est venu avec sa belle-sœur, qui m'a dit ouais, on va aller s'installer. La nana va aller s'installer en bas. Je suis là, j'écoute. Je suis là, en derrière, je bouillonne. Ouais. Je dis rien. Et l'extérieur, il croit que je suis d'accord. Parce que je dis rien. Alors qu'en fond de moi, je lui dis vous êtes quand même gonflé de venir. Vous venez, voilà, vous venez à 3. Vous allez s'installer ici alors que. Waouh, je lui dis mais comment ils osent quoi. Et après, ouais, t'as dit oui, puis l'autre il dit non, sur mon avis. Je dis non, je lui ai dit oui. Je lui ai dit non, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, on est à mon oncle, c'est lui qui va décider, etc. Parce que je me sentais mal de leur dire non d'emblée, et je suis chez mes parents, l'autre elle arrive, elle va s'installer là où je pensais peut-être m'installer. Ils t'ont mis dans une situation délicate, et puis ils sont arrivés à 3, comme tu dis. Ouais, non, mais je les vois pas depuis 3 ans, et puis ils se débarquent, là on va s'installer chez toi. Oui, donc, et ben à l'intérieur de moi j'ai bouillonné. Parce que je me disais, ils sont gonflés quoi. Et alors tu me disais que c'était. Qui te gonflent. Ah oui, ils m'ont gonflé. Les gens te gonflent. Clairement. Oui. Je l'ai pas dit. Pourquoi? Parce que je suis bien éduquée. Je sais pas. Mais c'est vrai. T'imagines, j'aurais regardé. Si j'avais pu, j'aurais dit ça. Vous avez quand même gonflé quoi. Et là, j'ai pas tout dit. Parce qu'au moment, ça m'a empêché de te parler vraiment. J'ai dit, tu vas m'installer en bas. Elle a dit, non, je vais m'installer là parce que tu commences à être plus près de la fac de lettres. Pour mes études, machin. On va t'aider à payer les charges. Et mon œil. Puis, sa mère qui me dit, non, mais en fait, pas pour payer tes charges, on s'en fout de tes charges. Tu payes. Avec quoi? On s'en fout. Paye. Ils ont plus si t'as envie, mais on s'en fout. Non, mais honnêtement, elle s'en tape de ma vie. Et là-dessus, on va payer de côté pour aller acheter une voiture. Pour leurs intérêts, bien sûr. Et là, je me suis dit, c'est tellement odieux que ça me fait réagir. Après, t'es pas dupe, pareil. Hein, même si tu dis pour les médecins, quand ils disent des conneries, tu veux savoir ce qu'ils m'ont dit, certains médecins? Ils m'ont dit, bon, allez, si vous êtes mec, il y avait une raison, c'est quoi? Le mec, il va t'emmerder, alors tu lui sors, je me suis dit, il veut savoir, je vais le calmer, je vais dire, j'ai vécu des abus quand j'étais petite, machin. Ouais, vos parents, c'est des salauds, ils vont pas protéger. Je te promets. Le gars, tu te dis, mais non. Puis après, il me sort. Et tu vois, il y en a un qui m'a fait ça. Vous savez, si vous avez connu des abus par votre grand-père et tout, c'est normal que vous n'ayez plus confiance aux hommes. C'est normal. Mais un médecin, mais essayez les femmes. Je te promets, il m'a sorti ça. C'était la part d'un médecin que ça me choquait. Parce que, et après, la prescription, quand je disais j'ai des problèmes pour dormir la nuit, l'insomnie, il me disait onanisme, je te promets. C'est quoi ça? Onanisme, c'est une manière gentille de dire masturbation pour dormir. Tu vois, le médecin, alors tu vois, le nombre de trucs que j'ai pu entendre de la part des médecins, après ça, quand t'as connu ça, tu dis, quand je suis rentrée chez moi, la mère m'attendait, alors le médecin il t'a dit quoi? À la maison, je t'expliquerai après. Et bien après, quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, ce mec il est allé en conciliation. Et là, il est tout mielleux. Donc quand je lui ai dit, je vais une lettre d'excuse. Il m'a fait une lettre d'excuse, mais c'était presque du style, je lui ai fait des propos presque diffamatoires, parce que, comment il a dit ça? Enfin bref, c'était un blasphème, alors qu'il m'a vraiment dit ça, quoi. Et c'était surtout, ça tombait vraiment mal, alors c'est lui qui me disait que si je tombais, c'était parce que j'étais maigre. Tu vois. Mais voilà, j'avais tellement entendu qu'à un moment donné. Oui, ça... Et tu pouvais pas à ce moment-là le dire, mais enfin, si j'avais pu, j'aurais dit, mais une connerie, mon vieux, vous l'avez eu autour du diplôme de médecin, vous avez une poussée de surprise, quoi. Tu vois, il y avait la colère en moi, forcément.
Enfin, quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, il dit toi, tu vas entendre ce que tu vas vas voir. entendre de moi. Un médecin qui te dit ça, mais franchement, qui passe à côté de. Bah oui, c'est surtout ça. Diagnostic. Ah, il aurait dû être psychologue, ce mec, s'il avait envie. C'est lui qui a besoin de se faire. C'est lui qui a un problème psychologique. Parce que même s'il pense ça, il n'a pas à le dire. Enfin, pas sûr. Il n'a pas à le dire. Ah oui, oui, non, mais c'est vois. pas du tout son rôle. Enfin, non. il est sorti de son. Je pense, hein. Complètement. Son rôle de Complètement. docteur. Voilà. Donc tu comprends pourquoi oui, ouais. je pense qu'il me gonfle et qu'il dit des conneries. Mais quand je suis folie, je ne le dis pas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on me montre, comme ma belle-sœur m'a dit, ouais, on a preuve que tu as dit oui, donc j'avais jamais dit oui. Je commençais à leur dire, mais de toute façon, vous venez jamais me voir que pour ça. Et puis là, elle se met à pleurer et tout, tu te rappelles. C'est le grand scène acte. En parlant de comparer à moi quand j'avais 20 ans, je sais pas quoi. Bref. Frère. Ouais, non. Franchement, ça m'attriste beaucoup d'avoir une famille comme ça, quoi. Ça m'attriste. Mais bon, j'ai une sclérose en plaques à gérer. Je n'ai pas en plus devoir gérer la famille. Et eux, s'ils veulent pas venir me voir et qu'ils s'en foutent de moi, ben, ils ne croient pas que moi je vais penser à eux, s'ils ne pensent pas à moi, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Moi ma nièce, je lui dis, elle peut me contacter. Je passais par mon frère pour lui dire, elle me contacte. Si elle ne le fait pas, tant pis, mais à ce moment-là, qu'elle ne revient pas me voir. C'est bon, on coupe les liens comme a fait mon frère qui est parti en Australie. Voilà, puis c'est tout. Il y a plus de... Je veux dire, il vaut mieux couper les liens avec sa famille que de rester parce qu'on a le même nom, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Comme ça, malsain et... Voilà. Non. Les gens qui viennent te voir que... Ce sont des personnes tordues, quoi. Les gens qui viennent te voir que par intérêt, non? Ce sont des personnes tordues. T'as d'autres questions à rallonge comme ça? À rallonge. Ça s'est arrêté, pourquoi c'est flou d'un coup? Non. Parce que peut-être qu'on est dans le noir. Ah oui, on va rentrer. On va rentrer. Non, mais des questions bêtes, idiotes et très longues. Comment on pourrait conclure? En fait, il n'y a pas de question bête. Je dirais ça. Je dirais il vaut mieux poser une question qui paraît bête que de rester avec ces idées qui sont fausses. Sur la maladie, sur tout ça. C'est vrai. Mais bien sûr. Surtout, et en plus, comme ça permet l'échange avec la personne qui est en face, quoi. Alors, attention, si tu bouges et si tu mets ton doigt devant là. Est-ce que tu regardes des fois dans l'écran? Si, je le vois là. Ouais, je t'assure, elle est bête la question. Je te le dis, parce que là, je le vois à l'écran. Je vais te donner des coups de maintien de la caméra. Ah oui, ça veut dire que je suis pas une pro. Je suis pas une pro. Non, mais moi non plus, je suis pas une pro. Mais quand je vois que quand tu bouges, je me dis, voilà, ça doit bouger. Donc, je sais pas, quelle est la question bête? Si, une question bête par rapport à la maladie, c'est... D'ailleurs, tu vois, même la question tout à l'heure, enfin, c'est même pas une question qu'a dit cette personne. Elle vit bien avec sa maladie. Ouais. Même poser la question à quelqu'un, est-ce que tu vis bien avec ta maladie? C'est une question difficile à répondre. Tu vois. Comment tu vis avec la... Ouais. On ne peut pas vivre bien, on ne peut pas dire, bah oui, pas de problème, je vais très bien avec ma maladie. Oui, bien sûr, mais c'est rien. Ouais. Tu vois. Ou alors c'est que tu es dans le déni. On peut poser la question. Moi je dirais, il y a des jours où ça va et des jours où ça ne va pas. Et puis qu'on n'a pas le choix. Donc autant qu'on vive bien avec la maladie plutôt que... Tu vois, c'est ça aussi. Après, je cherche des questions bêtes qu'on aurait pu me poser. Ah oui, si, une fois. Là, c'est pas une question qu'on m'a posée. C'était une personne qui avait livré quelque chose, un colis quoi. Puis je lui dis, bon, excusez-moi, je ne peux pas sortir pour amener le colis ici, parce que j'ai une sclérose en plaques. Voilà, je lui dis ça. Et le gars, en partant, tu sais ce qu'il me dit? C'est contagieux. Bon rétablissement. Moi, il était maladroit. Quand je suis allée guérir, tu vois. Bon, et ça, c'est... Voilà, on passe dessus. Mais des fois, ça fait rigoler. Bon rétablissement. Après, là, c'était un médecin, mais là, bon, c'était quand j'avais fait ma deuxième cortisone de médecin, neurologue qui m'avait regardé avant que je parte. Il m'avait dit que j'avais rien, quoi. Après, il trouvait que, comme si j'avais pas de en plaque. Mais il m'avait dit, vous avez quoi comme traitement? Je ne savais pas. Mauvais calcul, il m'avait dit. Si vous connaissez rien sur mon passé, là vous dites que j'ai là rien,
Et vous dites, c'est un mauvais calcul si je refuse le traitement, tu vois. Ça m'énervait ça, parce que qui est pour faire des commentaires à la con comme Ils ça. n'aiment pas quand... Il avait raison, en soi. Mais on ne dit pas ça comme ça, quoi. Il devrait me dire, réfléchissez-y, parce que pour l'instant vous allez bien, ça ne se voit pas. Mais un traitement c'est quand même pour éviter la fréquence des poussées et tout, et réfléchissez bien. Tu vois, mais là, il m'a rien dit. Moi, ce qui m'a le plus convaincu, est-ce que tu sais, qu'est-ce qui m'a convaincu à commencer un traitement? Je pense que tu en avais parlé avec une personne qui avait qui faisait des injections. Voilà, elle a payé à quelqu'un qui avait c'est ça. Ouais, tu m'en as parlé. Je lui avais dit, mais, et ça marche, elle me dit, j'ai plus de poussée depuis que je la prends. Et moi, ça fait pareil pour moi. Bon, après, on a suivi de façon en bonne secondaire pour ici, mais ça a quand même bien agi. Et pour moi, c'était mieux que le neurologue qui me disait, ça va arriver à 30%, on est poussé. Donc, témoignage d'autres personnes est vraiment important. D'échanger entre personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les personnes en face ne posent pas nous poser des questions. Demander. Sauf exception, la plupart des malades sont prêts à parler. Bon, c'est vrai que... Mais moi j'ai remarqué que dans le groupe, tu sais, de parole, dans le groupe de parole de la Gazette, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges entre les personnes. D'échanges de leur du vécu de leur maladie. Ce sont que des personnes qui ont la sclérose en plaques, quand même. Il devrait y avoir sur des échanges sur les traitements, ce que chacun prend comme traitement, les effets, les ressentis de chacun. Moi, je trouve que c'est dommage c'est un groupe qui est intéressant en plus. Hein. Toutes les personnes sont... elles sont toutes différentes, tu as vu, hein, il y a plusieurs... J'ai l'impression qu'il y a différentes formes. Des personnes en fauteuil roulant, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y en a d'autres qui ont un handicap qui est visible, mais puis il y en a d'autres qui ont des handicaps sûrement, mais qui sont beaucoup moins visibles. Et chaque personne est différente, et c'est vrai que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'échange sur leur parcours médical comme ça, comment ils se soignent. Dommage. Ouais, mais c'est compliqué parce que traitement de fond, on réagit jamais tous de la pareil. même manière. Tu vois, compaction de moi, ça a marché. Pour d'autres personnes, je me souviens, je pense à Mel qui avait fait la compaction en même temps que moi, pour elle ça n'a pas marché. Bon, elle prend maintenant un traitement aussi, je crois, immunosuppresseur, parce qu'elle est aussi en passant en progressif, je crois. Et voilà, on ne peut pas. Bon, après, moi, que j'en ai parlé en individuel avec la personne, ça m'a aidé. Mais si elle m'avait dit, moi j'ai arrêté, ça va marcher, ça m'aurait peut-être pas. Mais c'est vrai que bon, c'est vraiment. Faut se méfier des traitements. Je vois sur Facebook souvent des gens qui échangent. C'est bien, il faut faire attention. Ouais, faire attention. Après, il y a des neurologues qui disent voilà, on va enlever ça, ça ou ça ou ça. Parce que maintenant, à l'époque où j'ai commencé, moi, il n'y avait pas le choix. Hein, c'était l'interféron ou l'acétate de glutamate, la Copaxone. Maintenant, il y en a plein. Par oral, par injection, plein. Il y en a certains. Et on laisse le choix, c'est difficile de choisir. Moi, j'avais pas le choix. Parce que l'autre interféron, c'était déconseillé aux personnes anciennement dépressives. Donc, ça pouvait provoquer une dépression. Mon fils était à Copaxone. Mais il y a des gens à qui on laisse le choix, choisir entre la peste et le choléra. C'est ça n'a rien, quoi. Hein, Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est partager le vécu. Oui, ça oui. Après dire, personnellement, tel traitement a marché, mais bon, mais pour d'autres, ça ne marchera peut-être pas. En tout cas, parler de son vécu, oui, comment on a vécu le traitement. Oui, il m'a fallu 3 ans avant d'accepter le traitement. Mais sur tous les jours, maintenant, c'est 2 fois par semaine, c'est pareil. Et donc ça aussi, c'est pas des émotions sur un traitement. À gérer, et moi, ça a été plus facile sur un traitement par injection, pas avoir oral. S'il y a des problèmes digestifs, je ne sais plus là, moi, je disparais. Voilà. Donc, les questions bêtes, c'est... Comme tu dis, il n'y a pas de questions bêtes, tout est... C'est vrai que quand on connaît aussi... Les questions, elles sont bêtes parce que la personne, elle ne connaît pas la maladie. Voilà, c'est l'ignorance, c'est quand on ne connaît pas qu'on peut poser des questions. À côté de la plaque, mais il vaut mieux, je veux dire, l'exprimer cette question. Et c'est à nous qui allons nous dire qu'elle est bête ou pas cette question.
Regarde, par rapport au médecin, au neurologue, des fois, nous-mêmes, on peut peut-être hésiter à poser des questions. Parce qu'on ne sait pas si ça va pas être comme ça va être perçu. Et puis des fois, il y a des questions tabous aussi, qui sont difficiles à parler. Là, il y a une personne qui parlait sur Facebook du problème de constipation. C'est pas évident, même à son médecin, c'est pas évident d'en parler. Lié à la maladie, il ne doit pas avoir de tabou. C'est dommage de ne pas pouvoir en parler. Et la personne, je lui disais, elle n'avait pas un gastro-entérologue. Et c'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs, parce que je lui disais, c'est bien qu'on ait des trucs, des astuces lambda, mais moi je vois, pendant longtemps on a cru que si j'étais constipée, parce que je ne prenais pas assez de fibres, il faut boire plus d'eau. On s'est rendu compte que c'était pas de là où ça posait un problème, c'était en bas. J'avais la dysglycémie rectale, j'avais plus de force pour exonérer. Donc le sphincter ne réagissait plus. Donc tu fais ce que tu veux, c'est comme si tu disais, tu n'arrives plus à faire pipi, tu vas pisser. Sauf que si ta vessie ne veut plus se vider, tu auras beau boire quand tu veux, tu fais une rétention urinaire et puis tu finis aux urgences, quoi. Tu vois. Donc non, il faut se méfier aussi de l'automédication. C'est bien de donner des conseils comme ça, mais des fois, il faut consulter. Voir le médecin. Il faut vraiment consulter. Donc, c'est une affaire de spécialiste, il faut aller voir des problèmes digestifs, c'est des problèmes de gastro-entérologue. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon gastro-entérologue qui est à l'écoute, qui fait des humains. Donc ça aide, c'est évident. Si en face, t'as un mur, t'as un gars qui ne veut pas l'entendre, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à changer, même si je ne suis pas dans le coup, il faut se méfier de trop changer, jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Et quand on a trouvé le bon, je pense qu'on le sait. Oui, ça se ressent, bien sûr. Tu te rappelles la fois où tu t'es fait engueuler par le gastro-entérologue parce que j'ai changé tout le temps de médecin? Ouais, mais bon, il faut se mettre à ta place aussi. Tu as pleuré quand même. Ouais. Mais t'as craqué. C'est rare que j'ai pleuré, que je parle. Et ouais, mais tu as craqué. C'était. Tu aurais vu la tête du docteur après. Je trouvais c'est mal. Il était désolé, hein. Il était mal, hein. Ah ouais. Pas du son médecin et tout. Ah, j'étais vraiment pas content, on est crevé, on me parlait au médecin. J'ai en chance parce qu'ils sont tous cons, ils sont tous nuls. J'avais mon expérience et tout. Bon. Et du coup, d'ailleurs, je lui avais envoyé mon livre, je me souviens. Et pas celui-là, mais un précédent. Et lui, de toute façon, il a été bien, il m'a écouté. Après, il est tout mielleux. Hein. Mais ce qu'il m'avait précisé, c'était n'importe quoi. Ah oui. Tu l'as pas pris d'ailleurs. Même Alice m'avait dit, je l'ai pas pris ça. Mais bon. Il était peut-être bon en psychologue, mais moins bon médecin. Trouver un bon médecin qui soit à l'écoute, c'est rare. Ouais. C'est pas évident. Pas évident. Et ça, c'est rare. C'est ce qu'on vit quand on a une maladie chronique. On est obligé de se continuer des médecins. Donc, il vaut mieux être avec un bon médecin. Ah ouais, non, faut pas se dire un bon médecin. C'est pas facile. Non, parce que c'est toute sa vie après. Donc, ton médecin fait partie de ta vie après. Il t'accompagne tout le long, tout ce parcours. Donc, nous aussi, des fois, on a peur de poser des questions bêtes à des médecins. Il ne faut pas hésiter. Et des fois, il y a des questions qu'on ne peut pas poser parce que si elles ne sont pas bêtes, on se sent mal d'en parler. Ça, c'est dommage. Moi, des fois, je ne parle pas de choses que j'ai pas envie. Qu'on me dise d'aller faire un bilan hydrodynamique, j'ai pas envie. Donc, je parle pas. Non, ça va tout à fait. Là, c'est donné d'avoir envie. Je gère. Tant que tu gères. Tant que tu gères. Bon, après, le jour où j'ai dans son urinaire, je ne peux plus faire mais là, moi, je sais, le gars, il voulait d'office me mettre sous sondage. J'avais pas envie personnellement. Tant que tu peux faire de façon mécanique. Du bois, pour l'instant, ça marche. Je continue. Voilà. Comment on peut conclure? C'est un choix, mais tu as raison. Il ne faut pas écouter les médecins comme si ils avaient la solution à... C'est fini le temps où c'était des médecins sacrés. Avant d'aller voir ton médecin, tu fais tes recherches. Tu sais déjà, tu peux faire tes recherches et savoir... Ça les emmerde, hein? Mais ils n'aiment pas ça. Ah bah non, le e-patient. Quoi? Je veux être mon propre acteur de ma santé. Attendez, je revois mes vidéos. C'est moi le docteur. C'est moi le docteur, c'est moi qui décide. Et vous, vous êtes le patient, vos patients. Le patient, le patienté. Ah oui. Ah ouais, c'est terrible de se sentir comme ça. Surtout face à un médecin qui t'écoute pas. Ah, you listen to me. C'est vrai. C'est horrible. On n'a pas le niveau ça, c'est déjà difficile de vivre avec une maladie chronique. En plus de se coltiner des médecins qui sont mauvais, il y en a. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Et ça, il faut les éviter, quoi. Franchement. Bien sûr. Tu as des choses à rajouter? Non, c'est bon.
C'est intéressant, on en parlerait pendant. Ouais, mais écoute, intéressant. La prochaine fois, on fera une vidéo où tu me donneras un mot. J'essaierai d'improviser sur le mot, tu vois. Ok. Là, il est 22. C'est pour toi, hein, parce que moi je peux continuer. 21h30, ouais, il est 21h30. Moi je pourrais continuer. C'est toi, j'essaie d'écouter. C'est toi là. J'ai T'as quoi? ma tribu qui m'attend. Ouais, ils évoluent tout seuls. Ouais. Ta tribu qui t'attend. On va demander combien t'en as? Non, mais attends, ma tribu. Non, moi j'ai une tribu. Bon, j'en ai nombreuses quand même, 3 enfants. Hein. Oui, hein. T'as du courage, hein? Ouais, j'ai du courage. C'est du courage. Surtout en période de confinement. Ce confinement, ça a été très long. Le Covid-19. Les vacances, là c'est long, vivement la rentrée. Mais en même temps, on appréhende la rentrée. On appréhende le rythme de la rentrée et puis la reprise. Hein. Bon, ça va être bien. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde de reprendre un rythme scolaire. Oui. Une vie, oui. Parce qu'ils ont leur vie à l'école. C'est bien les avoir tout le temps avec soi, dans les pattes à la maison. Les savoir tout le temps à la maison, c'est même si on les aime avec grand amour. C'est quand même. Tu leur dis aussi qu'ils te gonflent. C'est éprouvant, quoi. Si tu dis pas, c'est éprouvant. C'est usant. Ouais, c'est usant. Je sais pas comment ils font les femmes pour rester à la maison, avoir des enfants et rester à la maison. Avoir plein d'enfants et rester à la maison. Ta mère, elle a eu ça. Après, ça dépend des caractères. Hein. Ça dépend des caractères, mais après, ça dépend des c'était une vie différente. Ouais, je sais pas. C'est moi qui dois te filmer. Ouais, non, mais là, j'ai une tête de destroy. T'as vu, mes cheveux sont en pétard. Je sens que mes cheveux sont comme ça. J'ai une tête. Ouais. J'ai une tête un peu bizarre. T'as une tête de maman, de 3 enfants. Après une période de confinement. 6 mois. 6 mois, mais jamais on a vécu ça, d'avoir des enfants 6 mois à la maison. Jamais. C'est pas possible. Ouais, 6 mois, c'est trop long. Et encore, t'es pas dans un appartement tout avec Kiki. Ouais, heureusement, mais je plains les familles qui sont, qui ont été confinées dans des appartements où ils n'ont pas l'habitude de se retrouver. Et là, tu penses que le Covid-19, ça va repartir? J'espère quand même, en tout cas, il ne faut pas arrêter l'école. Ouais. Ah, mais oui. Ah non, il ne faut pas arrêter l'école, ça serait une grosse connerie d'arrêter l'école, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter la vie de tout le monde parce qu'il y a une virus. Il faut que les enfants continuent à aller à l'école, il faut que les gens continuent à travailler, c'est pas possible. Et par contre, le port du masque obligatoire et la distanciation et surtout les déplacements, limiter les déplacements au strict nécessaire, quand c'est nécessaire. Ne pas aller balader là où il y a trop de monde, c'est pas le moment d'aller au cinéma, boîte de nuit, les bars, les restaurants et tout ça. Bon, mais c'est vrai que pour les restaurateurs, les pauvres, ils sont. Mais si on veut quand même garder. Le petit restaurant, il peut, mais avec des distanciations. Avec des distanciations et quand les tables sont à l'extérieur, il faut avoir envie d'aller manger au restaurant en ce moment. Mais déjà, si nos enfants retournent à l'école, c'est super. S'ils peuvent reprendre les activités aussi, c'est important parce qu'ils ont besoin de se passer. Ensuite, tous les gens qui travaillent puissent continuer à travailler, les artisans, tous les commerçants, et se déplacer avec le port du masque. Voilà. En fait, il faut apprendre à vivre avec le Covid-19. Avec le Covid-19. Quand on apprend à vivre avec une maladie. Ouais, c'est comme si on apprenait avec une maladie. Mais c'est ça, ça nous fait bizarre. Tout le monde est perturbé, tout le monde appréhende, là, on rebond, tout le monde se dit. Alors, bien sûr, il y en a qui attendent qu'une chose, c'est le confinement, le reconfinement. Ah ben tiens, ça, il y a des gens qui ont envie de rester chez eux, d'être confinés. Ah ouais? Ah non, mais c'est un cauchemar. C'est vrai, il y a qui oui, bien sûr, il y a des gens qui attendent le confinement, et puis t'as ceux aussi. Pourquoi ils veulent le confinement? Je sais pas, pour rester chez eux, pour pas travailler. Ouais, pour pas travailler. Oui, ils sont pas payés du coup. Ceux qui ont, pendant le confinement, il y a des personnes les personnes qui travaillaient ont perçu 80% de leur salaire. Où il y a le télétravail, ça c'est bien le télétravail.
réalité. Oui. Super. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Mais ouais, c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas possible pour tout le monde. Non, mais moi je suis pour le retour À la vie normale, ouais, en faisant attention bien sûr. Ouais. Ouais, on peut pas finir comme ça. Ouais. Ça reste historique ce qu'on a vu. Comme on dit, hein, ceux qui doivent mourir mourront et puis on se dit quoi. Ça fait peur de dire ça, hein. Ça fait peur de dire ça. Ah oui. Ouais, de penser ça fait peur. Mais écoutez, après dans les EHPAD c'est encore autre chose. protéger les personnes au maximum, les personnes fragiles et vulnérables. Et je suis en train de me faire cramer. Ça chauffe quand même. Mais surtout que je reçois la Tu chaleur. veux que je laisse le feu? Non, c'est surtout que je reçois la chaleur dans la figure. Ok, Bye. alors on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.